Oui, Oui, bonjour à tous. Là, c'est le capitaine Zangoul, premier brassard rouge, très fort, colo identité, avec le grand El Ali. El Ali, Ibrahim, le grand frère. oui. Pourquoi vous vous êtes engagé dans la cause gabonaise? Ben, c'est simple, je l'ai souvent expliqué que moi, souvent, je passais sur Africa 24, je passais sur RFI ou d'autres dans mes conférences que je faisais. Je disais toujours que l'Afrique ne pourra jamais être émergente si l'Afrique centrale elle-même n'est pas démocratique et émergente. Parce que c'est l'Afrique des ressources. Si vous allez combattre pour l'Afrique du Sénégal, du Mali, du Niger, où il y a très peu de ressources pour la démocratie, et que l'Afrique, la RDC, le Cameroun, le Tchad, enfin, cette Afrique où il y a des ressources qui permettront de financer l'Union africaine, de financer des projets et de financer la démocratie. Si on a une démocratisation à deux vitesses, une qui est désertique, ok, il faut être démocratique, une qui est riche, et on dit non, là-bas, il faut continuer les ressources, ça ne marche pas. Il faut que l'Afrique, dans son émergence, elle passe avant tout par celle qui est capable d'exploiter les ressources par les Africains eux-mêmes. Et pourquoi le Gabon particulièrement? C'est qu'en fait, moi j'étais un des membres fondateurs aussi de Internet sans frontières, déjà en 2009, mais sans le savoir. Hein. Sans le savoir, c'était avec Julie Oono, avec Archive. On soutenait les premières pages Facebook des résistants du temps, hein. C'est nous qui les avons montées. Et après, j'ai vécu au Maroc 5 ans et mes amis, c'était que des Gabonais et j'étais champion de baby-foot. Je les ai tous terrassés. Donc tu battais les Gabonais, tous les Gabonais. Non, il n'y a pas un seul Gabonais. Il n'y a pas un seul Gabonais qui n'a pas pris une raclée. Il y a aussi le grand frère, il y a aussi le grand frère Yannick qui est là. Non. Non, on ne peut pas battre les Gabonais. Il ne peut pas battre les Gabonais. Non, mais. C'est pas possible. Oh là 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 là. Mais ils vont témoigner parce qu'ils étaient en rang un après l'autre. Et je les ai tous tapés. Bon, c'est que comme j'étais toujours proche de la communauté africaine, au Gabon, c'était eux qui étaient là, étudiants. Donc j'étais proche d'eux. Ça m'a donné une affinité avec eux. Et ensuite, battu les Gabonais au baby-foot. Il n'y a pas un seul Gabonais, mais vous pouvez demander même à Gaboma, à la CGR, quand ils faisaient leur réunion, ils étaient là à pleurer un après l'autre. Bon, je suis désolé, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, vous allez trouver votre champion, quoi. Bon, mais mes grands frères, elle allait. Non, mais pour terminer, Oui. il y a une spécificité du Gabon, c'est que déjà sous Omar Bongo, il n'a pas fait que des choses mauvaises. Il a financé beaucoup de bourses, parce que je me souvenez, moi, les Maliens et les Sénégalais qui étaient à Casablanca, ils jalousaient les bourses et les études des Gabonais. Donc ça a créé un vivier d'intellectuels, d'ingénieurs, de gens de haut niveau. Et le Gabon, 1 500 000 habitants, a ce réservoir pour non seulement faire le développement dans le pays même, par un développement inclusif, mais aussi de véhiculer cette démocratisation dans toute l'Afrique centrale. C'est pourquoi moi, en tout cas, je serai jusqu'au bout, jusqu'à ce que la démocratie s'installe réellement. Bon, maintenant, j'ai quelques réserves, mais je vous le dirai tout à l'heure. Mais grand frère, par rapport au truc que vous avez développé hier à la conférence sur le développement stratégique, l'enseignement spécifique dans chaque pays, au lieu de faire l'enseignement à méthode coloniale, s'investir plutôt dans un enseignement particulier pour chaque pays africain. Parce que chaque pays a... ce projet-là, où en est-il? Ben, le capitaine, il a commencé son interview sans me donner un croissant, sans me laisser manger un petit bout. Mais ce que je veux dire, frère gabonais, frère africain, parce que ça touche toute la question. Autant l'Africain il a su être innovateur, génie incroyable sur comment il a su prendre les nouvelles technologies, la téléphonie, pour en faire de l'innovation qui est jalousée même et qui est copiée par l'Occident maintenant, parce qu'elle a repensé la téléphonie par rapport à nos réalités. Même on a le money banking au Kenya, il y a plus de 17 000 comptes qui sont ouverts par le Kenya sur le money banking et ça couvre un peu l'inclusion financière dans toute l'Afrique, à un seul pays. Donc il faut qu'on repense l'éducation. On a fait un saut technologique en téléphonie, il faut qu'on fasse un saut éducationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repense l'éducation par rapport à nos réalités. Nous, avec la colonisation qui n'a pas fait que du mal, hein. Il y a du bien, il y a du mal, mais je suis pas là pour juger. Je suis pas d'accord avec toi. Mais il y a du bien. La colonisation, c'est mauvais. Non, il y a du bien, il y a du mal. Non, il n'y a pas du bien, il y a du mal. La colonisation, c'est mauvais, grand. Oui, c'est mauvais dans le sens qu'il y avait l'esclavage. Après, ensuite, il y a eu l'accaparation des terres, des biens, tout ça. Mais c'est, disons que c'est dans le... Hegel disait on ne saute pas au-dessus de son ombre. Et ce n'est pas en disant que le passé, ça. Il ne faut pas revenir sur le passé. Non, on ne revient pas, mais sauf qu'on peut tirer des enseignements. Oui, absolument. Mais ce que je veux dire sur la colonisation,
Hegel disait on ne saute pas au-dessus de son nombre. Elle fait partie de notre processus maintenant. C'est ce qu'il faut. Oui, ça on ne refuse pas. Oui. Ça fait partie de notre passé. Donc, il faut tirer des enseignements. Capitaine, je suis général, donc tu écoutes général. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire un saut éducationnel, c'est-à-dire repenser l'éducation par rapport à nos propres réalités. Un pays comme le Gabon, mes frères gabonais sont là, est-ce que vous imaginez, vous crachez par terre, il y a un arbre qui pousse, et le Gabon va importer ses maniocs et ses tubercules, ses maniocs, ses ignames, ou du Cameroun, ou de je sais pas, de Chine même quelquefois. Donc c'est des absurdités de pensée de développement inclusif en Afrique. Et l'éducation, concernant l'énergie, il faut qu'il y ait des écoles pour apprendre aux gens pour réparer les photovoltaïques. Il faut qu'il y ait vraiment une repensée de l'éducation par rapport à nos savoirs ancestrales. Par rapport à nos ressources. Et par rapport à nos propres ressources. Ça ne sert à rien de faire des ingénieurs, des sociologues, des psychologues, alors qu'il y avait très peu de suicides en Afrique. Les psychologues, on en a besoin plus. Non, ce qu'on a besoin, réellement, on a besoin de psychologues. On ne faut pas dire n'importe quoi. Mais on a besoin de penser notre système éducatif par rapport à nos réalités. Nos enfants dans les campagnes sont très doués pour l'agriculture. Il faut rapprocher les écoles vers leur domaine de compétences, vers ce que leurs parents leur enseignaient dans savoir empirique pour adapter l'éducation par rapport à leur vécu, par rapport à leur environnement. D'ailleurs, en sciences de l'environnement, c'est comme ça que ça fonctionne. On apprend les gens par rapport à leur espace vital, par rapport à leur environnement. Si un enfant est dans la campagne, au lieu de lui apprendre à lire Molière ou bien nos ancêtres sont les Gaulois, on lui apprend comment faire l'éducation, on lui apprend quoi, et éduquer ces enfants par le calcul, par des enseignements, le socle commun de l'éducation qu'on a en Occident, le socle, savoir lire, savoir compter, et l'adapter rapidement sur des problèmes d'élevage, d'agriculture, de forage, d'exploitation d'eau, qui sont dans leur programmation de vécu. Et ça, pourquoi c'est important? C'est qu'une fois qu'il a acquis ça à l'enfant, il aura 12-13 ans, mais il aidera ses parents à mieux développer leur propre agriculture là-bas. J'ai vu des régions au Mali où il faut creuser à 30 mètres. Vous avez essayé ça au Mali? Mais j'ai fait beaucoup d'actions, moi. Vous tapez mon nom, Ibrahim Elaïs sur Google, vous le verrez. Mais ça a réussi au Mali, c'était un succès déjà au Mali? Oui, mais j'ai fait beaucoup de choses. C'était un succès. C'était un succès sur quelques villages qu'on a fait. Mais en fait, il faut avoir le pouvoir d'un État pour le diffuser dans tout le pays. Mais ce que je veux dire, c'est que ces enfants, s'ils avaient fait cette école dans cet esprit-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient appris à leurs parents comment exploiter mieux les ressources en eau. Parce que ils ont très peu d'eau, mais ils ne font pas du goutte à goutte, par exemple. Alors que le goutte à goutte permettrait, c'est facile à apprendre ça, et permettrait à mieux exploiter, à gérer les ressources hydrauliques pour une meilleure exploitation. Voilà, il faut en tout cas penser l'éducation par rapport à nos réalités, c'est ça ce que je veux dire. Mais par rapport aux réalités du Gabon, qu'est-ce que vous envisagez faire pour essayer d'amener les Gabonais à être autonomes financièrement, structurés? Mes frères gabonais, ils sont tous doués, ils ont des diplômes que toute l'Afrique jalouse, mais dès qu'ils pensent rentrer, ils sont toujours dans un système rentier. Il ne faut pas oublier que Google, qui est la première puissance mondiale, à elle seule, il y avait 2 ingénieurs qui ont pensé, qui ont mis de l'intelligence. Les gars, c'est avec l'intelligence qu'on va devenir riche. C'est pas le pétrole. Le pétrole, c'est les ressources de l'ancien siècle. Le futur, maintenant, il est dans vos mains. C'est pas de l'intelligence. Mais vous êtes toujours dans un processus de vouloir aller faire des études pour rentrer dans le gouvernement. Oubliez le gouvernement, vous pouvez être plus puissant que le gouvernement. Vous savez que Google, c'était 2 ingénieurs. Ces 2 ingénieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le quart de la richesse, le quart, de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. Tout ce que produit l'Afrique, Google à elle toute seule, elle produit le quart de cette richesse-là. Il n'y a ni pétrole, ni uranium, ni richesse forestière, ni poisson, il n'y a rien, il n'y a que de l'intelligence. Alors profitez de votre intelligence plus ce que la nature vous a offert, ce que vos ancêtres vous ont offert en culture. Mais les chanteurs qui chantaient hier sa culture, ils chantent mieux que Michael Jackson. Mais pourtant, lui, il n'a même pas peut-être 1000 € par mois dessus. Michael Jackson, il a... Voilà, notre culture. Regardez ce réservoir de culture. La première richesse des États-Unis, c'est la culture, alors que c'est un peuple sans culture, qui est un brassage d'immigration. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, berceau de toutes les cultures. Et notre PIB, il n'y a même pas 1% de nos ressources en culture. Mais vous voyez comment prendre les richesses de notre histoire et se projeter vers le futur. Et oublier les matières premières. Ça, c'est encore un langage d'accaparation des biens des gens qui nous montrent. Pour ça, il faut qu'il y ait la démocratie au Gabon. Est-ce que vous êtes confiant? Ah oui, je suis confiant parce que... Bon, c'est juste, écoutez, pour mieux vraiment asseoir... Moi, je me donne 5 à 6 mois pour que cette question, en tout cas
de la fin du règne de Ali vienne. Je suis confiant. Sur quoi vous comptez? Non, je développerai dessus. Pourquoi je suis confiant? Parce qu'il y a un socle de la société civile. Mais une remarque. Regardez par exemple en Afrique de l'Ouest, vous allez au Sénégal, la femme qui n'a fait ni école, ni bac plus 5, ni rien du tout, qui va en Ziguinchor acheter ses mangues, qui vient les vendre à Dakar, mais elle n'est pas aussi bien habillée, elle n'est pas aussi bien sapée qu'une Gabonaise. Alors que les Gabonaises, elles sont diplômées et tout, mais pourtant elles ne sont pas aussi efficaces dans la société civile que la population de l'Afrique de l'Ouest. D'où ça vient? Alors qu'ils sont plus... Donc finalement, la société civile, ce n'est pas un problème d'éducation ou de scolarisation. C'est un problème d'engagement. C'est un problème d'engagement. Franchement, et ce que je vois qu'il y a les Gabonais, ils se neutralisent entre eux. Ils ont beaucoup de volonté, mais dès qu'ils sont dans un forum, ils cassent les énergies des autres au lieu de faire une cohésion. Moi, les Gabonais, tout le temps, me disent, je tiens le même discours. Mais depuis le début, je leur dis, vous faites le jeu de Ali. Il faut qu'il y ait une cohésion d'ensemble. Une cohésion d'ensemble. Et bon, quand Ali va tomber, vous pourrez vous battre, vous, Fan, vous, Penou, je sais pas quoi, vous, dans votre ethnicité, battez-vous comme vous voulez. Une fois qu'il est tombé, faites vos partis politiques. Mais regardez, un seul sens, c'est aller comment être unis pour aller jusqu'à mettre la démocratie. Et une fois que les règles de la démocratie seront installées, vous utilisez comme dans un match de foot, il y a des règles. Vous utilisez les règles de la démocratie pour chacun d'entre vous s'affirmer sur sa volonté politique et chacun a le droit de vouloir même devenir président de la République. Mais bâtissons les règles de la démocratie, qu'elles soient sereines. Ensuite, battons-nous, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui disent que le président Jean Ping, vous l'avez rencontré peut-être, je crois. Oui. Mais pour ceux qui disent qu'il est un peu mou, que pensez-vous? Il y a des gens qui disent qu'il est un peu mou, il n'a pas de réelle stratégie. Voilà. Non, pour moi, la résistance gabonaise, elle a fait une erreur capitale. C'est qu'elle a confondu, elle a tout mis sur le président Ping, le président élu Ping, comme alternative, comme choix de changement. Déjà, il faut dire que c'est une cohésion, c'est une unification des partis d'opposition autour d'un candidat. Mais, donc, il est entouré de candidats qui sont issus d'autres partis. Il est entouré de gens qui ont aussi des ambitions politiques. Mais c'est qu'il y a l'erreur qu'on a faite, l'erreur stratégique, et je le disais dès les premiers matchs à Trocadéro, je le disais, il ne faut surtout pas... il ne faut surtout pas confondre la société civile et le politique. Jean Ping, il a sa vision, c'est quelqu'un qui est très patient, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui est patient, qui a une dynamique qui lui est propre. La société civile, dès que Jean Ping a dit on va aller au cours constitutionnel, ils ont arrêté les grèves, ils ont arrêté les marches, il fallait qu'on continue, qu'on dise Jean Ping ou pas Jean Ping. Nous, on n'a pas voté Ali et Ali ne sera pas là parce que c'est nous, la souveraineté citoyenne, c'est elle qui met le président. Ce n'est pas une cour constitutionnelle, elle n'est pas au-dessus du citoyen. C'est le peuple qui fait la loi, c'est pas la loi qui fait le peuple. Et c'est ça, on a coupé cette dynamique jusqu'à attendre tout le temps des étapes. On a dit cour constitutionnelle, après on a dit Nairobi, après on a dit Strasbourg, après on a dit Bruxelles. On attendait toujours quelque chose en vision et ça bloquait cette dynamique de la société civile. Il faut qu'elle se reprenne en main. Et qu'elle se reprenne en main, qu'elle fasse des marches pacifiques. Moi je crois, j'ai développé à Nancy une conférence sur comment faire une résistance, une résistance active, mais non violente. Vous avez vu qu'il suffisait à la place Tahrir qu'il y ait 50 000 personnes qui soient debout et qui tiennent jusqu'à ce que le pouvoir soit obligé de tomber. Parce que quand les grèves sont dans tout le pays, à ce moment, croyez-moi, les multinationales vont dire Ali, ça suffit maintenant, va à Marrakech, repose-toi et laisse-nous travailler. Mais il faut que la grève soit généralisée et totale, c'est tout. Mais il y a des gens qui disent, qui ne voient pas le bien fondé de ces marches-là. Vous qui êtes souvent tous les samedis au Trocadéro et pour la marche entre le Trocadéro et l'ambassade du Gabon, quel est l'impact de ces marches sur l'aboutissement de la résistance gabonaise? La marche a un point très très important, c'est un point de focalisation, c'est un point de mire, c'est un point où les journalistes, ou les gouvernements, ou les citoyens français voient qu'on est toujours debout, qu'on n'a pas lâché le morceau, alors que la presse, ou disons que si Ali devait faire du lobbying, il ferait un lobbying comme quoi non, c'est juste quelques brigands, voilà, c'est juste quelques étudiants qui ont raté leur cours, qui ont raté leur truc, qui sont là à marcher, mais il n'y a rien, le mouvement, il est essoufflé maintenant. C'est de la politique. Mais la marche, elle focalise justement comme quoi on est toujours debout. Et c'est un point de mur. Moi, maintenant,
une main ne peut pas applaudir toute seule. Il faut qu'il y ait deux mains. Donc la marche est une chose, il y a le travail du lobbying, il y a le travail de la presse, il y a le travail, il y a mille choses. Pour faire un mouvement de résistance, ce n'est pas une seule action, c'est plusieurs actions et plusieurs groupes, mais ce qui manque dans notre activité à nous tous, c'est une cohésion d'ensemble. On a essayé de le faire en faisant le conseil général de la résistance, mais vous rentrez dans les forums, les gens ils se battent, et dès que quelqu'un a une opinion contraire, on dit ah c'est une taupe. Hop, non, c'est un infiltré. Au lieu de chercher. Et d'ailleurs, sur nos actions sur les différents forums, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas dans des actions pratiques. Et même quand on fait une action, on ne fait pas l'analyse de l'action ensuite. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été mauvais, comment on aurait pu améliorer. On n'est pas en stratégie, on est en visibilité. Quelqu'un, il s'est mis comme le jeune là, le capitaine là, il s'est mis en vidéo, il met ça dans un hôtel avec moi, et hop, ça y est, il croit que demain il sera ministre. Demain il mettra une cravate, il dit voilà, j'ai fait la révolution. Non, c'est un truc d'ensemble les gars. Mais c'est la cohésion. Et la cohésion, je reproche moi, à qui je reproche? Je reproche au... Ah, je vais dire son nom, je vais le dire le nom. Je reproche aux grands qui étaient là, d'avoir laissé les jeunes prendre la CGR ou le mouvement. Il fallait que les jeunes, les grands prennent leurs responsabilités et qu'ils pilotent les jeunes. Bon, les jeunes ont fait des erreurs. À Lyon, c'était pas normal que dans la conférence de Lyon, qu'ils soient dans des dynamiques de solutions violentes. Quand on est un mouvement, il faut être responsable et adulte. Mais ça, c'est des erreurs de jeunesse. Et ça, je le reproche à la jeunesse, mais avant tout aux grands, qui n'ont pas su, eux, avoir les... Oh, je ne vais pas dire le mot, mais avoir en tout cas le courage d'aller au front et de dire, ok, nous on prend ça en main. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de... Bon, moi j'ai beaucoup soutenu Jean-Jacques Eyy parce que c'était le grand justement là. Mais il a vu, Jean-Jacques c'est un marcheur, c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire, mais il n'est pas très réseaux sociaux, il n'aime pas ça, il reste dans l'ambassade. Bon, je crois que, en tout cas, s'il y avait une structure, lui, il est spécialiste pour s'occuper des marches, des manifestations. Mais dès qu'il faut aller plus loin, dès qu'il y a des problèmes avec la jeunesse, ça lui casse la tête et je le comprends. Et je le comprends et je le soutiens. Jean-Jacques, tu as tout mon appui, je suis avec toi jusqu'au bout. Un dernier mot pour encourager les Gabonais dans la résistance. Ah, vous savez, quand on arrive au bout de la fin, quand on arrive proche de la fin, c'est souvent là où on est le moins nombreux. Mais je vous garantis, moi j'ai fait beaucoup de tournées, beaucoup de conférences, mais beaucoup vu de personnalités sur le lobbying que j'ai un peu aidé sur la résistance gabonaise. Les gars, le fruit est mûr. Il va bientôt tomber. Le fruit est mûr, il va bientôt tomber. Si vous n'êtes pas là, si vous avez lâché là, vous avez tout chaud. Merci, grand frère. Merci. Et les gars, équipo, on est ensemble. Il y a aussi le grand frère Yannick Ndomba qui est là. Oui, Yannick. Oui, un mot par rapport à ce que le grand vient de dire. Excusez-moi, j'étais en train d'envoyer un message. Mais qui mieux que les grands disent des choses qui sont vraies? Qui mieux que des personnes qui ne sont pas chez nous, qui s'impliquent chez nous, voient les choses comme nous, on devrait les voir et qui les voient mieux que nous? Moi, je suis entièrement d'accord. Quand on voit un résistant qui parle aussi bien que Ibrahim El Hadi, c'est toujours un honneur de voir quelqu'un qui a une lecture encore plus expérimentée de la situation du pays. Et je suis très très content de voir ce que les gars font et ont fait pour que le pays avance. Vous savez, c'est 4 mois, 5 mois, 6 mois qui ont été terribles dans l'histoire du Gabon. Parce qu'en 6 mois, on a réussi à redéfinir la notion de Gabonais. C'est quoi les Gabonais? Ce sont juste des personnes qui se battent pour avoir un pays où les gens sont dignes. Et ils ont posé des actions qui sont significatives ces 6 derniers mois, en montrant que tous les jours, nous allons rendre ce pays ingouvernable. Au-delà des petites dissensions qu'il y aurait entre Gabonais, la chose qui doit être positive, c'est la lecture qu'il y a de ce qui s'est passé ces derniers mois. Et ce qui s'est passé ces derniers mois, nous avons assisté à la réunification du peuple gabonais autour d'un leader et autour de plusieurs leaders charismatiques qui font en sorte que le Gabon a retrouvé progressivement sa respectabilité dans le monde. Voilà ce que j'avais à dire. C'est que nous sommes un peuple considérable, nous sommes un peuple de vaillants guerriers. Nous avons fait des erreurs comme tout le monde dans la résistance, mais nous n'abandonnons pas. Regardez par exemple l'histoire de la CAN. Hein? Nous, on fait partie des personnes qui avons dit nous aimons le foot, nous aimons la CAN, mais on ne peut pas faire une CAN dans un pays en dérive, avec un président qui est un dérivateur, ou qui est un dérivé de président. On a un président élu, on a un président qui s'accroche, un président s'accrochant. Donc, on a un président s'accrochant. On vous a dit pas de canne. Dès que la canne a commencé, ils ont commencé à sortir les photos du stade plein. Oh, vous avez vu, le stade est rempli. Le stade est rempli. On a dit ça, c'est rien. L'ouverture de la canne, c'est de la canne qui s'est ouverte sur des sentiments mitigés. Tout le monde a vu que c'était un fiasco dès le départ. Et vous êtes accrochés. Nos amis qui sont proches du pouvoir du président s'accrochant disaient, vous avez vu, ils envoient des selfies là. Vous avez vu le stade, Yobé, le stade. Mais on a bien vu que c'était des stades remplis de façades. Parce qu'aujourd'hui,
Pourquoi vous ne montrez pas les photos des stades pleins? Pourquoi vous ne montrez pas l'engouement que la CAN a créé? Et on vous dit c'est ça ou c'est pas ça. Ça sort comme ça sort. Et aujourd'hui, la CAN est encore un échec de plus. Mais c'est incontestable que la CAN c'est un fiasco. Un fiasco C'est total. incontestable. On est allé chercher les enfants, mais on est allé chercher surtout les étrangers, parce que quand on dit que le Gabon c'est 1 500 000 habitants, il y a aussi 2 millions d'étrangers qui sont installés là-bas. Ou tu vas à la CAN, ou on t'expulse. Ah oui, en plus les stades comme ça. Alors ici en France, on voit des stades un peu à moitié pleins. On dit ils sont allés quand même. Non, c'est un fiasco. Je vous le garantis, c'est un fiasco. Mais c'est 400 milliards qu'on aurait pu construire des écoles, des routes, on aurait pu développer notre pays. Voilà, vraiment. Mais ce que je veux dire, justement, pourquoi le Gabon? Vous savez, quand Ping est venu et qu'il a vu ces jeunes filles là, des jeunes filles de Gabonaises qui se sont mises en tenue traditionnelle et qui ont dansé devant lui. Moi, j'étais à côté de lui, j'étais à 5-6 mètres derrière lui. Je l'ai vu trembler, ses lèvres trembler, et il était là en larmes. Il était là, il vibrait. Et ce Gabon, c'est justement cet exemple de l'Afrique qui sait partir de sa traditionnalité. Regardez ces photos dans leur tradition qui est tellement riche, partir de sa traditionnalité et faire un pas vers le futur dans la modernité. Et c'est justement l'émergence de l'Afrique passera par ce double mouvement. Repartir sur nos connaissances traditionnelles pour continuer bonjour Mamba, bonjour Mamba Noir. Pour continuer leur parcours, pour continuer leur évolution, comme on a su construire des centres à Tombouctou qui sont debout depuis 1329. Mais encore ici, même au Gabon, vous avez encore des constructions avec des terres cuites qui tiennent très très bien la route. Donc partir avec nos matériaux de base, la tradition, ce qu'on a comme ressources, et aussi faire un pas en avant vers le futur avec le digital, la modernité. Mais surtout, il faut que l'Africain, nos États, l'Union africaine pense à une chose. L'Afrique a subi une grande blessure avec l'esclavage. On nous a pris nos enfants, nos corps, nos adultes. Après, elle a subi un autre affront, c'est avec la colonisation.